j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de cette journée de débat. Nous sommes l'un des derniers. J'ai beaucoup plaidé en fait pour ce sujet parce qu'en 10 ans de journalisme environnement, j'ai été confrontée plusieurs fois au fait qu'on mette en doute la parole du scientifique qui pouvait être interrogé dans un reportage. Je pourrais dire que le couple journaliste et scientifique, c'est un peu un couple je t'aime moi non plus. Des années de recherche qu'on leur demande de résumer en 40 secondes et en même temps un écho immédiat auprès d'énormément de public, auprès des décideurs. Donc aujourd'hui, c'est de ce constat-là qu'est partie l'idée de ce débat. Et du regret aussi de voir reculer un peu dans la société la culture scientifique pour certains. Donc comment on parle de science, comment on appelle les scientifiques à s'exprimer dans les médias, comment on produit de la science, pourquoi le doute il est important. Alors on l'a vu, douter, est-ce que c'est faire une fake news que douter, le doute dans la science c'est ce qui l'a fait avancer. Et puis comment le public juge les messages scientifiques aussi. Donc, je vous propose qu'on commence avec vous, Maude. Donc, je vais dire un petit peu plus sur votre CV. Vous êtes géophysicienne, mais aussi vous avez une formation en psychologie et vous avez fait une très intéressante présentation que vous allez nous refaire sur comment des grands journaux traitent d'un phénomène ou d'une catastrophe naturelle, à savoir le tremblement de terre au Népal. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Avant de vous présenter cette étude, je voudrais juste rappeler l'existence d'un groupe de travail qui associe des journalistes et des scientifiques qu'on a créé au sein de l'Association française de prévention des catastrophes naturelles. Ce groupe de travail a été créé notamment parce qu'on partageait un même constat, et c'est ce que disait Anne-Laure Baran. Les scientifiques ont besoin des journalistes pour faire passer un message, pour faire connaître la démarche scientifique, les résultats scientifiques et les incertitudes aussi qui sont associées à la production de ces résultats. Et les journalistes, de leur côté, ont également besoin des scientifiques pour avoir accès à une information de qualité, pour animer des débats qui requièrent aussi de l'expertise scientifique. Dans le cadre de ce groupe de travail, on a identifié 3 points que je voulais rappeler au démarrage ici. Premier point, c'était l'idée que l'accès aux médias est compliqué pour les scientifiques. Souvent, on est sollicité au moment des événements exceptionnels, surtout lorsqu'on est spécialiste des risques naturels. C'est parce qu'il y a un séisme qu'on nous appelle. Or, la science fonctionne pas forcément de cette manière-là, et c'est pas forcément au moment des grands séismes qu'on a le plus de choses à dire, même au contraire. Donc, l'accès aux médias est un point particulièrement important à avoir à l'esprit. Il y a aussi la question que pour les scientifiques, c'est effectivement difficile de s'approprier le format médiatique, un format très court, alors que dans la démarche scientifique, on a l'habitude de présenter ses hypothèses et sa démarche, parce que la démarche induit nécessairement des biais sur les résultats qu'on va obtenir. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter un petit peu cette étude. C'est une étude qu'on a menée avec des collègues géographes et des collègues spécialistes des risques. On s'est intéressé à la manière dont les grands médias internationaux parlaient de cet événement particulier qui est le séisme. Donc les collègues géographes voulaient comprendre comment est-ce que l'information médiatique se construisait et se propageait à l'échelle de la planète. Et nous, de notre côté, spécialistes du risque, on voulait mieux comprendre la couverture médiatique pour mieux comprendre comment communiquer en tant que scientifique afin d'améliorer l'information des populations face aux risques. Donc, très brièvement, en termes de méthode, on a choisi de travailler sur une année, l'année 2015, qui est une année intéressante parce qu'il y a eu un très gros tremblement de terre au Népal qui a été très médiatisé. On a dû évidemment choisir de travailler sur quelques journaux, donc on a choisi des grands journaux internationaux et on s'est intéressé au flux international de ces journaux, ce qui est un peu spécifique en termes de méthode justement, donc ça il faut bien le garder à l'esprit, on parle ici de presse internationale. Sur l'année 2015, en tout ça représente l'équivalent de plus de 300 000 nouvelles et plus de 1500 séismes d'une magnitude suffisante pour être ressentis par la population. Donc ça c'est le corpus à partir duquel on a travaillé. Prochaine slide. On s'est posé 2 questions. Première question, et c'est le schéma que je vous présente ici, on s'est intéressé au nombre d'articles qui étaient publiés sur le séisme chaque jour au cours de cette année. Et on s'est rendu compte que sur nos plus de 1500 séismes, on n'avait que 3 événements qui étaient effectivement couverts par les médias.
Alors ça pose évidemment la question de savoir pourquoi ces événements ont été médiatisés et pourquoi d'autres événements n'ont pas été médiatisés. À cela, il y a plusieurs éléments de réponse. Évidemment, des séismes qui ont une magnitude plus importante ont plus de chances d'être médiatisés, mais il y a aussi d'autres facteurs, par exemple la concurrence médiatique. Si jamais il se passe quelque chose ailleurs qui attire l'attention médiatique à ce moment-là, le séisme, même s'il a eu la même magnitude et même s'il a fait les mêmes impacts en termes de bilan humain, va avoir tendance à passer à l'as en termes de couverture médiatique. On s'est également rendu compte que la durée de médiatisation était extrêmement courte. Pour les 3 séismes, en fait, c'est les courbes que vous voyez ici, on ne médiatise ces séismes-là que sur maximum quelques jours à quelques semaines, et quelques semaines, c'est vraiment pour des cas très médiatisés, comme le cas du Népal, ce qui induit un biais très fort en termes de contenu médiatique, puisque si on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe pendant quelques heures à quelques jours, ça veut dire qu'on ne va parler que des enjeux et des questions qui se posent sur ce laps de temps-là. Alors qu'en post-séisme, il y a énormément de questions qui se posent à l'échéance de quelques mois, voire plusieurs années. Next slide. Ensuite, on s'est intéressé aussi à comment est-ce que finalement, grâce à cette étude, on s'est rendu compte qu'on pouvait prédire un certain nombre de choses et notamment prédire une partie en grande ligne du signal médiatique. Et ici, je voulais vous donner un petit peu un exemple de comment est-ce que évolue la couverture médiatique sur un événement. Donc, premières heures après la survenue d'un séisme, on va d'abord avoir la création de l'événement médiatique. Donc le séisme va parvenir dans l'espace médiatique. On a très peu d'informations à ce stade-là. On connaît sa magnitude et sa localisation approximative. C'est le seul moment dans la couverture médiatique où les scientifiques sont présents, et notamment parce que ce sont eux qui vont donner la magnitude et la localisation approximative. Ensuite, on va voir apparaître des nouvelles qui vont parler du fait que ce séisme a eu potentiellement des impacts sur la communauté humaine. Donc ici, on a quelques exemples. Ensuite encore, là, on arrive dans ce qu'on appelle le pic médiatique, c'est-à-dire que c'est là qu'on va publier, qu'il y a la publication d'un maximum de nouvelles sur cet événement médiatique-là. À ce moment-là, on parle en général du bilan humain et on voit s'égrener dans les nouvelles une actualisation du nombre de personnes décédées. Donc ici, je vous ai mis des exemples qu'on a du mal à lire, en tout cas pour ma part, mais en gros, il y a d'abord il y a eu des morts, ensuite on va vous dire qu'il y a eu une centaine de morts, et puis finalement 700 morts, et puis 1000 morts. Donc on voit bien se succéder ainsi des nouvelles de cet ordre-là. Ensuite, on voit ensuite apparaître des nouvelles qui vont personnifier l'événement et qui vont, par exemple, parler des personnalités qui ont été soit témoins, soit victimes de cet événement, ou encore s'appuyer sur des histoires, mettre en histoire cet événement-là. Dans le cas du séisme en Afghanistan, il y a eu beaucoup de nouvelles qui se sont diffusées sur des petites filles afghanes qui sont restées piégées dans l'effondrement de leur école. Et c'est une histoire qu'on a retrouvée en fait énormément dans la médiatisation. On assiste aussi à une nationalisation des victimes. Donc les différents pays vont commencer à compter leurs victimes, les victimes françaises, d'autres victimes d'autres nationalités. Ensuite, durant cette période de pic médiatique, on assiste aussi, mais moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre, à l'utilisation d'énormément de superlatifs. Donc on va parler de séismes monstrueux, dramatiques, dévastateurs, tragiques, ce qui va évidemment colorer le discours médiatique sur l'événement. Ensuite, puis on va progressivement commencer à sortir du pic de médiatisation, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'articles qui sont publiés sur le sujet. C'est le moment où on va commencer à rendre compte du fait qu'il y a des équipes de secours qui sont dépêchées sur place pour aider les victimes. Ces équipes de secours, on va en spécifier l'origine. Donc, les journaux chinois vont préciser qu'il y a des équipes de secours chinoises, les Américains, des équipes californiennes, etc. Et puis, très rapidement, on sort de la phase d'intérêt médiatique. Et pour toutes les questions relatives au relèvement et à la reconstruction, qui sont pourtant des questions déterminantes en termes de prévention du risque sismique, eh bien, on n'a plus que quelques rares articles qui s'intéressent à comment est-ce que les habitants vont
vont se réapproprier leur territoire détruit, comment est-ce qu'on va remettre en route les infrastructures d'assainissement, d'eau potable, d'électricité, et puis à terme, comment est-ce qu'on reconstruit une ville pour éviter que la prochaine fois, le prochain séisme détruise et tue autant que le séisme qui vient de se produire. Au final, lorsqu'on a fait cette étude, on s'est rendu compte que les figures médiatisées, c'était les victimes, souvent présentées en masse, les nations, les services de secours et de sécurité et l'aide internationale. Il y a évidemment beaucoup d'autres figures, d'autres personnes dont on aurait pu parler, les personnes vulnérables. On peut aussi parler évidemment de la gestion du territoire à l'échelle locale, donc les élus, les collectivités, toutes ces personnes qui font vivre un territoire, et de l'impact socio-économique à plus long terme sur les professions comme l'agriculture ou d'autres professions encore. Donc on se rend compte que finalement, premièrement, dans cette médiatisation à l'échelle internationale de ces événements que sont les séismes, il y a une grande homogénéité de cette médiatisation, ce qui est tout à fait surprenant au premier abord, que cette homogénéité elle a tendance à laisser de côté un certain nombre de sujets qui, pour des scientifiques spécialistes, peuvent être particulièrement importants, et qu'elle met notamment l'accent sur les impacts en termes de bilan humain, ce qui a tendance à laisser de côté toute la réflexion qu'il faut mener sur les vulnérabilités, c'est-à-dire comment est-ce que sur un territoire, dans la manière dont on l'habite, dont on construit, on crée des vulnérabilités à un futur séisme. Donc là, évidemment, c'est le cas des séismes. Aujourd'hui, on travaille sur d'autres types de catastrophes naturelles. Attention, on est bien sur de la presse internationale. Aujourd'hui, on mène des études à l'échelle locale et nationale qui nous amènent à conclure des choses un petit peu différentes puisque l'espace médiatique n'est pas exactement le même. Mais en tout cas, voilà, c'était un point intéressant pour vous montrer que finalement, effectivement, il y a de fait, et c'est normal, construction d'un discours médiatique qui va, de par sa nature, de par le métier de journaliste lui-même, avoir des effets dans la manière dont on parle, dont on transmet un discours scientifique également, et que les scientifiques sont assez peu présents finalement dans ce discours-là, en tout cas pour ce qui est de la presse internationale. Oui. Merci beaucoup, Maud. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, ils sont appelés au tout début pour leur demander quelle est la magnitude, comment ça s'est passé, pourquoi, et puis est-ce que c'était prévisible. Et assez vite, une question sur laquelle ils sont un peu coincés. En revanche, certains de ces scientifiques disent, mais nous, au moment où on a une recherche qui aboutit, on ne trouve pas de relais forcément peut-être dans les rédactions pour le médiatiser, ou on trouve un relais mais qui n'a pas l'écho qu'il peut avoir au moment d'un séisme. Finalement, ce que votre étude elle montrait sur la presse internationale, c'est que même au moment d'une actualité comme ça, c'est très difficile pour ces scientifiques de passer le message sur là, il ne faudrait peut-être pas construire cette école parce que le risque est effectivement vu nos recherches, est effectivement très élevé à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est déterminant. Et dans le groupe de travail associant journalistes et scientifiques, on a vraiment insisté là-dessus, sur le fait que lorsqu'on veut transmettre quelque chose scientifique, on ne sait pas à qui s'adresser. Et surtout, l'actualité médiatique n'est pas au même endroit. Et du coup, il faut trouver les formats, trouver les manières de faire. Et ça nécessite de travailler ensemble en amont, parce que sinon, on ne sait juste pas comment faire pour faire passer un message. Et pendant la crise, c'est certainement pas le meilleur moment pour les scientifiques pour communiquer. Généralement, on manque d'informations, comme tout le monde. On est également, en tant que personne, tout à fait sidéré par l'événement, comme tout un chacun. Donc, on peut dire des choses, mais on ne peut pas forcément dire les choses qui sont les plus pertinentes par rapport à la gestion du risque sur cette toute petite fenêtre de temps-là, alors que, au plus long terme, on peut avoir beaucoup de choses à dire sur cette question. Merci beaucoup, Maud. Je propose de passer à notre intervenant suivant, donc vous, Stéphane Foucard, journaliste scientifique au Monde. On vous laisse pencher un petit peu avec vous sur comment travaille un journaliste scientifique au Monde en plus. Donc, on est dans un format, dans un temps de travail, on est dans un quotidien, mais on est aussi dans un temps de travail un peu différent d'une chaîne d'information continue ou de la presse magazine. D'abord, comment vous voyez aujourd'hui l'usage du discours scientifique, on va dire, dans certains sujets de société? Notre atelier, il s'appelle Alliance face aux fake news. On l'a vu avec l'intervenant précédent. Qu'est-ce que c'est que des fake news? Est-ce que parfois on les croit en fonction de son niveau d'intelligence ou de ce qu'on croit savoir?
Vous, comment vous voyez aujourd'hui ceux qui utilisent, on va dire, un peu des formes de discours scientifiques, mais pas forcément pour faire valoir des éléments scientifiques? Oui, déjà, je crois que le terme fake news n'est pas forcément très adapté aux éléments de débat qui s'appuient sur de la science. La science est toujours quelque chose d'un petit peu complexe qu'on peut prendre d'une manière ou plutôt d'une autre manière. Je crois que plutôt que de parler de fake news, moi je préfère parler d'informations trompeuses en fait, qui mettent en œuvre un discours qui souvent se donne les atours du discours scientifique, c'est-à-dire qu'en fait, qui va mimer un petit peu ce que c'est qu'un discours scientifique. Et si on regarde les choses de cette manière-là, si on considère cette manière d'injecter de l'information trompeuse dans le débat public, on voit que, par moment, l'alliance entre les journalistes et les scientifiques, elle peut produire des choses tout à fait délétères. Et le dernier exemple qu'on a en date, c'est la question du climat, où, souvenez-vous, à la fin des années 2000, début des années 2010, on a vu tout un discours climato-sceptique se déployer dans la presse, y compris la presse écrite, ce n'est pas uniquement les médias audiovisuels et les talk-shows qui ont alimenté ça, c'est aussi donc de la presse écrite, et c'est des journaux qui, en toute bonne foi, ont cru bon d'alimenter une forme de débat. On croyait qu'il y avait un vrai débat scientifique sur la réalité du réchauffement climatique ou sa cause première, sa cause anthropique. Et souvenez-vous, on a présenté ce débat comme quelque chose de vertueux, c'est-à-dire qu'on allait mettre en musique, mettre sur la place publique un débat scientifique, c'est-à-dire où les contradicteurs de la science climatique mettaient en avant toutes les vertus de la science, c'est-à-dire le doute méthodique, la prudence épistémique, la prise en compte de la contradiction. On prenait pour référence des événements historiques passés pour montrer à quel point finalement cette manière d'appréhender l'évolution du climat avait pu être trompeuse par le passé, etc. etc. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus quelque part intéressant et fertile de s'intéresser justement à ces situations un petit peu contre-intuitives où une alliance entre la presse, une forme d'alliance en quelque sorte entre la presse et des scientifiques, qui en l'occurrence n'étaient pas des scientifiques spécialistes du sujet, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, produit un discours qui est trompeur et qui ne peut pas être résumé à une fake news. Parce que quand vous êtes une fake news, finalement, c'est quelque chose de très binaire. Franck Ribéry a-t-il, oui ou non, mangé une côte de bœuf à 3 000 €, oui ou non, et puis on passe à autre chose. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on commence à vous parler de modification de la couverture nuageuse à cause des rayons cosmiques et des modifications de l'activité solaire, quand on vous met sous le nez des articles qui sont effectivement publiés dans la littérature scientifique et qui, voilà, jettent un petit peu le doute sur la science, disons, mainstream, la science du climat mainstream, eh bien, vous pouvez être tout à fait fondé à penser qu'en réalité, ben oui, il y a un débat légitime sur ce sujet et que c'est le rôle des journalistes et des médias de le faire vivre dans la société. Sinon, on est accusé de tout cacher. On leur ment, on leur cache tout. Quand même. Exactement. On est accusé de cacher les choses, on est accusé d'idéologie. C'est souvent ce qui a été aussi opposé aux journalistes qui couvraient les questions climatiques ou aux scientifiques qui ne faisaient que finalement que répercuter le consensus scientifique. Alors, la question du climat, en quelque sorte, elle était assez simple, puisque la question du changement climatique, elle est consensuelle dans le sens où on a la communauté internationale a organisé le consensus. Elle a organisé un organe qui n'a pas d'équivalent, à part depuis peu de temps l'IPBES, mais pendant longtemps, il n'a pas eu d'équivalent, où on met ensemble toute la communauté scientifique compétente sur le sujet, où tout est transparent, c'est-à-dire on a accès à tout, on a accès aux commentaires qui sont adressés à tel et tel auteur de tel ou tel chapitre, les scientifiques qui écrivent ces rapports se fondent sur la littérature scientifique publiée, ouverte, consultable par n'importe qui, etc. etc. Donc on voit qu'il y a eu en quelque sorte pendant des années, et ça n'est pas complètement fini, une forme de retournement en fait de ce qui fait toute la vertu de la science et qui a conduit à présenter au public une information complètement trompeuse et qui a alors on parle de la France, mais il s'est passé la même chose aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et les répercussions de cette faillite, qui est une faillite à la fois des médias et de la communauté scientifique ou de l'establishment scientifique qui n'a pas su à temps mettre un coup d'arrêt à tout ça, parce qu'il n'y a jamais eu de sanctions prises à l'encontre, même pas symboliques, prises à l'encontre des chercheurs, des scientifiques qui tenaient ce discours, qui ont propagé ce discours dans la presse. Donc c'est une forme de faillite qui a eu, à mon avis, et qui a encore des répercussions importantes. Oui. Ça amène à la question de
qui sont les scientifiques qui prennent la parole sur le sujet? Moi, je vais raconter une anecdote qui va tuer ma chaîne, mais le matin de Copenhague, donc la COP 15 en 2009, l'invité de la matinale de France Info est Claude Allègre. Oui, mais tout le monde a fait ça. Honnêtement, voilà, mais ça repose la question aujourd'hui de alors quel scientifique s'exprime dans les médias, quel travail doivent faire aussi les rédactions pour se poser la question de ai-je le bon invité sur le sujet, quel que soit peut-être le sujet, en dehors de la science d'ailleurs. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue, malheureusement, surtout sur des sujets où il y a une diversité de disciplines qui sont engagées. Alors, par exemple, sur le climat, on pourrait poser la question à un physicien de l'atmosphère, un chimiste de l'atmosphère, un géochimiste qui étudie les carottes sédimentaires, un glaciologue qui étudie les carottes glaciaires. Enfin bref, il y a toute une variété de gens qu'on pourrait interroger. Moi, ce que je me fixe comme critère, c'est est-ce que la personne à qui je tends le micro, que je vais citer dans un papier ou à qui je vais demander un avis critique sur une publication, un rapport ou quoi que ce soit, ou une information, est-ce qu'elle publie activement dans le domaine précis sur lequel je vais l'interroger. Donc je pense que ça, c'est vraiment un critère, c'est un critère qui est strict dans le sens où on a un petit peu tendance à penser, alors un tel est épidémiologiste, donc quand je vais lui demander est-ce que c'est vrai que les pesticides c'est mauvais pour les riverains, etc., ou est-ce que... Mais en fait, les épidémiologistes, voilà, les biostatisticiens, les épidémiologistes, ils peuvent travailler sur une variété de sujets, et pas forcément sur l'épidémiologie environnementale. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'activité scientifique, elle est tellement étroite, tellement précise, où la littérature est tellement spécialisée qu'il faut vraiment interroger des gens qui sont, qui publient activement sur le sujet à propos duquel on va les interroger. Je pense que c'est vraiment une règle qu'on devrait tous se fixer. Et même là, en fait, on n'est pas à l'abri de se planter. Et un autre exemple, il y a eu l'exemple du climat, mais un autre exemple, c'est celui des insecticides tueurs d'abeilles. Et souvenez-vous, à la fin des années 90, les apiculteurs disaient qu'il y avait un problème avec une catégorie de produits, enfin, on ne va pas refaire le débat. Une grande part des scientifiques qui travaillaient sur le sujet relativisaient beaucoup les affirmations des apiculteurs. Aujourd'hui, 25 ans après, on se rend compte que ce n'est pas les scientifiques qui ont eu raison, en tout cas les scientifiques qu'on interrogeait dans la presse, et qui parfois étaient vraiment les spécialistes de la toxicologie de l'abeille, eh bien, ce n'est pas eux qui ont eu raison. Et c'est là où, à mon avis, il faut aussi que les journalistes aient une forme de recul critique par rapport à la parole des scientifiques. C'est que les scientifiques... Alors nous, les journalistes, nous, on a des biais, bien évidemment, de spectacularisation. On aime bien en faire des caisses. Quand on a un bon sujet, on le survend. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut capter l'attention. C'est aussi une partie de notre métier. Et donc, ça induit des biais de traitement dont il ne faut pas... qu'il ne faut pas nier, quoi. Mais les scientifiques, à l'inverse, ont le biais opposé. Et il y a des travaux d'historiens des sciences, en particulier Naomi Oreskes, qui a publié des articles là-dessus. Elle a un très bel article qui s'appelle « Erring on the side of least drama », où elle dit, en gros, à partir de l'exemple climatique, que les scientifiques ont naturellement tendance à relativiser ou à sous-estimer des conclusions scientifiques que parfois eux-mêmes tirent, si ces conclusions scientifiques vont produire du trouble dans la société. Elles vont déstabiliser des équilibres économiques, elles vont pouvoir être instrumentalisées par des partis ou des gens qui ont adopté telle ou telle idéologie. Et donc, il va y avoir comme ça, naturellement, une forme de relativisation de ce qu'ils vont dire. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que les journalistes doivent interroger. C'est-à-dire, dans quel régime de preuve est-ce que vous vous situez pour dire telle chose n'est pas prouvée? Est-ce que pour dire qu'un produit est cancérogène, est-ce que la preuve, elle est fondée sur la toxicité, sur la cancérogénicité sur l'animal? Est-ce qu'elle est fondée sur la découverte d'un mécanisme d'action qui induit un cancer chez un animal ou chez un humain? Est-ce qu'elle est appuyée sur des études épidémiologiques sur les hommes? Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on doit creuser. C'est un discours sur lequel nous autres journalistes, pour donner une information loyale à nos lecteurs, on doit avoir une forme de recul critique. Quand on vous dit les perturbateurs endocriniens et le cancer, c'est pas prouvé, c'est absolument exact. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est extraordinairement difficile à prouver. Peut-être même que c'est impossible à prouver, parce que suivre un humain de sa conception jusqu'à sa mort dans le cadre de grandes cohortes contrôlées, c'est simplement expérimentalement impossible. Et donc toutes les preuves qu'on va pouvoir avoir seront nécessairement incomplètes. Et donc dire publiquement telle chose n'est pas prouvée, oui,
mais qu'est-ce qu'une preuve? Et là, il faut faire un travail journalistique de prise de distance, en quelque sorte, vis-à-vis de la culture scientifique, qui est toujours une culture très conservatrice, une culture de précaution épistémique, beaucoup plus que de précaution sociale, en quelque sorte. Les études, elles se concluent toujours par on ne sait pas trop, il faut poursuivre les études. Quand même. Voilà, exactement. Dans votre travail, il y a aussi une partie qui est pas seulement, vous m'avez dit, pas seulement je dois vulgariser des études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture type Science et Nature, je dois surtout chercher à comprendre comment on produit de la science. C'est-à-dire, comment on peut biaiser la science ? Comment on peut la biaiser, comment on l'a choisie, parce qu'on parle beaucoup de l'indépendance de la presse, et je pense que c'est effectivement, je suis bien placé pour le dire et le savoir, c'est un problème crucial, l'indépendance de la presse, l'indépendance économique, hein. Mais on parle beaucoup moins de l'indépendance économique de la recherche. Aujourd'hui, ce qui construit de la connaissance, ce sont des choix aussi politiques, c'est-à-dire de chercher dans telle direction plutôt que dans telle autre, ce qui va conduire le corpus scientifique à se construire de telle manière plutôt que de telle autre. Et en construisant le corpus scientifique de telle ou telle manière, en fait, on induit des réponses plus plausibles à certaines questions qui intéressent tout le monde. Donc il faut, à mon avis, effectivement avoir un recul critique à la fois sur la façon dont la connaissance elle est construite, elle se structure dans la littérature scientifique, mais aussi il faut avoir un même recul critique et une même volonté d'élucidation par rapport à l'expertise, la manière dont ces connaissances vont être rassemblées, interprétées, mises en perspective pour prendre des décisions politiques. Par exemple sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens et ce genre de choses. Ou même le climat d'ailleurs, hein, puisque même sur le climat, on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'attendre la fin des années 80 et de créer le GIEC pour prendre une décision, alors que les premiers textes, les premiers rapports scientifiques de consensus sur le fait que si vous mettez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va renforcer l'effet de serre, ce qui n'est pas très contre-intuitif. Enfin, ça date des années 70. Quoi. À la fin des années 70, il y a un rapport célèbre qui s'appelle le rapport Charney, dans lequel les chercheurs, les meilleurs chercheurs à l'époque sur le sujet, avaient été rassemblés par l'Académie des sciences américaines, et ils écrivaient en toutes lettres: si on attend de voir les premiers effets du changement climatique à venir avant d'agir, il sera trop tard. Donc c'était écrit en toutes lettres. Dans vos travaux, vous montrez que les ressorts de l'industrie du tabac, des pesticides, du pétrole sont les mêmes sur ces débats qu'on a, c'est-à-dire on finance d'autres études, on publie pour mettre le doute ou mettre en lumière d'autres sujets que celui sur lequel on attend une décision politique. C'est ça aussi. Ouais, c'est aussi ça. C'est effectivement de renforcer le régime de la preuve, c'est-à-dire de demander toujours des niveaux de preuve très élevés avant de prendre une décision politique qui, disons, désagréable pour certains intérêts. Donc il faut attendre d'avoir des études épidémiologiques pour retirer un produit du marché, mais les études épidémiologiques, pour trouver des cancers, il faut attendre 25 ans. Donc c'est très pratique en quelque sorte. Il faut attendre 25 ans avant de sortir le produit, et donc bon, c'est quand même moins dommageable pour une entreprise qui a investi de l'argent dans ce produit. Donc c'est à la fois de renforcer le régime probatoire qui va être utilisé pour prendre une décision politique désagréable, ou alors de financer de la recherche qui documente des causalités alternatives, c'est-à-dire des causes des causes alternatives aux maux dont votre produit est accusé. Et donc l'industrie du tabac, effectivement, a fait ça pendant des années. Par exemple, en finançant des recherches sur quel autre sujet ? Sur, par exemple, le prion pathologique, sur l'effet du surdiagnostic lié à l'imagerie médicale. Donc on disait, oui, mais les gens ont plus de cancer du poumon parce qu'on les diagnostique plus. Il y a eu même des projets assez scabreux où on faisait des dissections de cadavres en série pour essayer de trouver des petites tumeurs des petites tumeurs pulmonaires chez des gens qui étaient morts d'autre chose et qui étaient morts jeunes, pour essayer de noyer un petit peu la statistique. Enfin bref, il y a eu toute une variété. On a travaillé sur les prédispositions génétiques et familiales, aux maladies pulmonaires et respiratoires. Bref, on a cherché à documenter le maximum d'autres causes pour diluer la perception du risque dans le public et parmi les régulateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'à l'époque, les journalistes n'ont pas vu. Manifestement, l'essentiel des journalistes sont passés à côté de ces histoires. Merci beaucoup. On est un petit peu en retard, mais je crois qu'on va récupérer un peu du temps qu'on nous a pris pour notre dernier intervenant. Donc Camille Fadel, vous êtes en contact avec le grand public et en contact direct, on va dire, au Palais de la Découverte. Il y a 500 000 visiteurs, c'est ça à peu près par an. Comment on parle de science à un public et comment
comment est-ce qu'ils réceptionnent le message? Est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a, voilà, on veut rentrer dans le débat scientifique à travers les ateliers, par exemple, du Palais de la Découverte? Alors tout d'abord, au Palais de la Découverte, on présente au public essentiellement de la science qui est, on considère, établie, sur laquelle il n'y a pas ou presque pas de débat possible. Mais je mets pas de débat possible entre guillemets parce que c'est toujours possible de tout remettre en cause. Dans un deuxième temps, on va, alors pour un peu illustrer ce que je viens de dire, on va par exemple expliquer aux gens les lois de l'optique. Comment est-ce que on arrive à rendre compte de l'apparition d'un arc-en-ciel et sachant, en ayant établi ces lois, comment est-ce qu'on peut fabriquer une lentille, etc. Mais dans un deuxième temps, et c'est peut-être la partie plus intéressante, je pense, c'est d'essayer de présenter aux gens comment est-ce qu'on le sait, pourquoi est-ce qu'on croit savoir. Et ça, c'est un volet qui est beaucoup plus complexe et qui ne va intéresser que certains publics qui sont prêts, un public qui est prêt à faire un effort de concentration plus important pour essayer de voir ce que ça veut dire que prouver quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ça? Quand on dit qu'on a apporté la preuve, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quels sont les présupposés? N'y a-t-il pas des sous-entendus, etc. Et ça, c'est peut-être la partie qui concerne davantage le débat d'aujourd'hui, puisque ça met en jeu la notion même de savoir. Qu'est-ce que c'est que savoir? Comment est-ce que je suis sûr que... Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la Terre est plate. Est-ce que la Terre est plate ou elle n'est pas plate? Vraisemblablement, dans l'auditoire qui est ici, la majeure partie des gens, ou sans doute tous, pensent que la Terre n'est pas plate. Mais pourquoi vous pensez que la Terre n'est pas plate? Je pense que ça, c'est important. Vraisemblablement, beaucoup de gens vont dire parce que j'ai vu des photos. Mais juste parce qu'on a vu une photo, c'est juste pour ça que vous êtes persuadé que la Terre n'est pas plate? Alors, les photos, on sait bien qu'on peut photoshopper tout, donc à ce moment-là, on tombe dans le fake news. Donc, comment est-ce qu'on sait que la Terre n'est pas... Pourquoi est-ce qu'on est convaincu que la... Alors, personnellement, la réponse que j'apporte au public, c'est que, personnellement, j'y crois. Parce qu'on m'a raconté une histoire, et ce récit, à tout point de vue, colle. C'est quelque chose qui tient. Mais je suis conscient que j'y crois, parce que moi-même, je n'ai pas fait une expérience qui me permette de dire intimement que ça, je suis absolument certain que la Terre est ronde. Et je pense que ça, c'est un aspect intéressant qu'on peut essayer de faire passer auprès du public sur justement ces questions-là. Comment est-ce qu'on sait et aussi faire comprendre qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on fasse confiance à quelqu'un. Alors personnellement, j'ai fait confiance à l'histoire qu'on m'a racontée. Là, que la Terre est ronde et tout ce qu'on m'a raconté autour de ça, j'y ai fait confiance, ça me convient. Mais je pense que si j'avais vécu une autre vie, j'avais vu d'autres histoires, ben peut-être que j'aurais cru à autre chose. Donc le public vient vous demander si la Terre est ronde au Palais de la Découverte. Vous m'avez dit, de toute façon, on vient, le public qui vient au Palais de la Découverte, il est déjà intéressé par le sujet. Oui. Mais pourquoi les doutes du public, finalement, c'est intéressant, c'est une forme de construction d'esprit critique, voire d'esprit scientifique aussi, pour vous, quand ils peut-être viennent... De quoi, par exemple? Les doutes qu'ils peuvent avoir peut-être sur certains sujets, dans certains ateliers que vous leur présentez. Est-ce que quand ils... Est-ce que avoir des certitudes finalement, vous leur êtes persuadé d'avoir raison entre scientifiques, vous montrez aussi que la science elle a avancé et que certains avaient un avis à un moment et ils en ont changé un peu plus tard à force d'expérience. Oui, mais je pense que le point important concernant ce que vous dites là, les doutes, c'est qu'on peut toujours douter de tout. Le tout, c'est qu'on croit à un récit. Ou on n'y croit pas. C'est l'exemple du... Si quelqu'un me dit, est-ce que la Terre est vraiment ronde? Est-ce qu'on est sûr de ça? Que dire? En ce qui me concerne,
J'y crois. Je crois que la Terre est ronde. Mais, vous voyez, il est très difficile d'arriver à convaincre quelqu'un d'une chose si la personne n'a pas envie d'y adhérer. Du coup, si vous n'êtes pas prêt à accepter que la Terre est ronde, si vous n'admettez pas mon histoire, vous pouvez tout remettre en cause, toute l'histoire des sciences, et vous pouvez toujours douter de la rotondité de la Terre. Et je n'aurai aucun moyen de vous convaincre. Alors, nous, au Palais des Découvertes, il se trouve que nous avons un public qui adhère plutôt à la science, on va dire, conventionnelle. Si bien que ce problème-là, on va le rencontrer peu souvent, si ce n'est parfois par rapport à des questions du genre, est-ce que les ondes électromagnétiques type téléphonie mobile, Wi-Fi, est-ce que c'est dangereux pour la santé ou pas? Alors que dire? Personnellement, je veux dire que je vais leur répondre que, à ma connaissance, en l'état actuel, il semblerait que non. Mais qui nous dit que dans 20, 30 ou 40 ans, on ne reviendra pas là-dessus? Vous leur montrez aussi que dans le discours et dans des débats et dans des débats entre scientifiques de renom, les positions ont évolué et que c'est pour ça aussi qu'il est sain qu'il n'ait pas de certitude et qu'il prenne aussi la part de doute qu'il y a dans la science. Vous m'avez dit l'anecdote entre Pouchet et Pasteur, par exemple. L'anecdote entre Pasteur et Pouchet est quelque chose d'extrêmement intéressant. Quelque chose qui déstabilise un peu Ça déstabilise, et je pense que là, pour le coup, côté fake news, dans la mesure où cette histoire, je vais essayer de raconter très rapidement, n'est pas connue par le public et pas même par les scientifiques, puisque de toute façon, l'histoire des sciences, c'est une histoire qu'on raconte, c'est un récit, c'est un roman, et on essaie de raconter cette histoire, je ne parle pas des historiens des sciences et des philosophes des sciences, mais l'histoire un peu standard qu'on raconte, on essaie de faire en sorte que cette histoire-là soit en adéquation avec l'idéal qu'on veut montrer de l'activité scientifique. Et donc on filtre, on élimine les histoires qui dérangent. Alors cette histoire-là que je vais relater très rapidement concernant Pasteur et Pouchet fait partie de cette catégorie dont on ne parle pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler. L'histoire se déroule dans les fin des années 1850. Il y a un débat entre Pasteur et Pouchet. Pasteur est déjà connu, Pouchet est un très grand biologiste de l'époque. Pouchet est partisan de ce qui s'appelle la génération spontanée, c'est-à-dire qu'il est persuadé que du vivant peut naître à partir du non-vivant. Pasteur n'adhère pas à cette idée. Pasteur pense que s'il y a du vivant, c'est parce qu'il y avait des germes dès le départ. Pouchet réalise des expériences. Pasteur lui dit que si dans ces expériences, il voit apparaître, semble-t-il, de la génération spontanée, c'est parce qu'il a en réalité mal manipulé, il a contaminé ses propres fioles. Et donc Pasteur conseille à Pouchet de réaliser les expériences selon les protocoles de Pasteur. Lorsque Pouchet réalise les expériences selon les protocoles de Pasteur, il trouve quand même des animalcules. Et donc Pouchet est persuadé qu'il y a de la génération spontanée. Pasteur pense que s'il a vu des animalcules, c'est que forcément il a mal manipulé. Et là, on se retrouve dans cette situation où quand vous avez une idée par rapport à l'expérience, si ce que vous pensez ne colle pas à l'expérience, vous pouvez dire « Ok, je me suis trompé », mais vous pouvez dire « Je ne me suis pas trompé, c'est l'expérience qui a été mal réalisée ». Donc Pasteur reproche à Pouchet de mal réaliser ses expériences. Par la suite, finalement, Pasteur finit par avoir raison, mais pour de mauvaises raisons. Pasteur a réussi vers 1864-65 à convaincre l'Académie des sciences qu'il n'y a pas de génération spontanée parce qu'il fait ses propres expériences et dans ses propres fioles, on voit qu'il n'y a pas d'animalcule qui apparaît. Sauf que Pasteur triche en réalité, il ne réalise pas les expériences de Pouchet. Pouchet faisait ses expériences avec du foin. Et Pasteur, on le retrouve dans ses carnets de laboratoire beaucoup plus tard, lorsque Pasteur réalisait l'expérience de Pouchet avec du foin, il voyait lui-même, selon ses propres protocoles, il voyait des animalcules. Mais, écrit Pasteur, ça lui paraissait tellement invraisemblable qu'il ne pouvait pas publier une telle chose. Donc il a décidé d'éliminer ces résultats-là et faire une expérience. Et on rejoint l'intervenant précédent, faire une expérience qui va prouver ce qu'il avait de toute façon envie de prouver.
Et du coup, Pasteur réalise ses expériences non pas avec du foin, mais avec des levures. Et effectivement, dans ce cas, beaucoup plus tard, on découvre qu'effectivement, avec du foin, on peut voir des animalcules parce que dans le processus qui consistait à éliminer les germes, on faisait bouillir l'eau et il se trouve que sur le foin, il y a des germes qui résistent à l'eau bouillante. Bon. Donc, je pense qu'une telle histoire est intéressante à la fois pour le public et pour les scientifiques, et par rapport à notre débat, c'est de montrer que la science est faite par des humains, et les humains ne sont pas parfaits, si bien que quand ça les arrange, ils vont éliminer des résultats qui les dérangent. Et l'exemple de Pasteur et Pouchet en est un concernant Pasteur, mais le fait même qu'on ne raconte pas cette histoire prouve aussi que l'histoire des sciences ne garde que les histoires qu'elle a envie de raconter pour ne pas nuire à l'image idéale qu'on veut se faire de la science. Du héros Pasteur, donc. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.